Bienvenue à tous sur Radio J, les duettistes de l'écho. On retrouve en direct Eric Lewin. Eric, bonjour. Bonjour mon cher Philippe, bonjour à tous. Alors les duettistes de l'économie, avant de parler avec David Bodbol, il est managing director chez Clarity Capital. Il vient exprès de Tel Aviv pour parler des marchés financiers. Un petit retour sur l'actualité économique de la semaine, une actualité très riche. L'accord commercial Chine-États-Unis, c'est signé, c'est l'acte 1, garanti par la Chine de l'achat de 200 milliards de produits américains, de quoi faire baisser le déficit commercial avec la Chine qui s'est établi à 296 milliards de dollars. Il y a encore des points à régler, le cas Huawei qui suscite bien des controverses, les subventions publiques aux entreprises chinoises. Du côté de la Chine, donc, la croissance chinoise, 6,1% en 2019, c'est le plus faible niveau depuis 1990. Alors pourquoi la Chine a tendance à déraper? La guerre commerciale, bien évidemment, mais également l'assainissement du secteur financier. Du côté de l'Allemagne, ce n'est pas terrible non plus. Excusez-moi pour les mauvaises nouvelles. On a une économie allemande qui a cru de simplement 0,6% en 2019. Elle était à plus de 5 en 2017, plus 1,5 en 2018. Pourquoi? Parce que bien sûr, le ralentissement chinois et puis des déboires du secteur automobile. Mais attention, l'Allemagne a d'énormes marges de manœuvre avec un excédent budgétaire qui représente 50 milliards d'euros, c'est 1,5% du PIB. C'est beaucoup, c'est énorme et cela permet quand même à l'Allemagne de voir venir. Les États-Unis se portent toujours bien. On a eu des mises en chantier, c'est-à-dire c'est de l'immobilier, plus 16,5%. On est au plus haut. Pourquoi je vous donne ce chiffre? Parce qu'on est au plus haut depuis 13 ans dans l'immobilier aux États-Unis. On termine avec les États-Unis. Un mot de Boeing, c'est plutôt la mauvaise nouvelle. Vous savez qu'ils ont des gros problèmes avec le 737 MAX. C'est leur avion qui est cloué au sol. Ça pourrait coûter, tenez-vous bien, écoutez bien ce chiffre, 20 milliards de dollars à Boeing. Boeing qui a été rétrogradé en termes de notation financière par Fitch, c'est une grande agence américaine. Boeing qui a une dette qui pourrait être entre 32 et 35 milliards de dollars. S'il y a des inquiétudes sur l'économie américaine, c'est pas tellement sur les GAFA, c'est pas tellement sur Amazon, c'est pas tellement sur Facebook, ça serait plutôt sur Boeing. Mais assez parlé de macroéconomie, on va rentrer dans le vif du sujet. Il est là, il vient d'Israël, il porte la kippa. C'est David Bodbol que j'avais vu il y a 2 mois quand j'avais été en Israël et que je retrouve avec plaisir. Bonjour mon cher David. Bonjour Eric. Alors on va parler du marché israélien des actions, on n'en parle pas beaucoup parce que quand on parle des valeurs israéliennes, il y a surtout des valeurs cotées au Nasdaq. Un mot peut-être David, comment est le marché israélien? Bon alors il est ouvert du dimanche au jeudi, il a été créé en 1953, mais comment ça se passe la bourse israélienne? Un marché qui est un peu spécial parce qu'effectivement les banques depuis 1982 ont été littéralement punies par le régulateur. Il s'est passé des choses un peu difficiles dans le marché boursier. Il y a eu ce qu'on peut appeler un pyramid scheme à l'époque et le régulateur, la banque centrale, a dit je ne peux plus laisser les banques faire quoi que ce soit sur le marché action. Ce qui fait qu'en fait il n'y a pas de market maker action en Israël par rapport par exemple aux États-Unis ou en France où là vous avez effectivement les banques qui jouent un rôle majeur de teneur de marché. Les banques n'ont aucun rôle si ce n'est que du brokerage mais ne peuvent pas mettre leur balance sheet, leur bilan au service du market making sur le marché action. Ce qui fait qu'en fait c'est un petit marché qui est tenu en fait d'abord par des banques non israéliennes et aussi par des hedge funds locaux. Donc c'est un marché relativement peu liquide mais qui... Donc des sociétés de gestion en fait qui font tout le volume, c'est ça? Tout à fait, sociétés de gestion et gros investisseurs institutionnels. Bien et sûr. les particuliers, il y en a beaucoup ou pas? Oui, mais on les retrouve pas en direct. On les retrouve surtout dans les mutual funds, dans les SICAV et à travers leurs fonds de pension. Très important de noter. En Israël, en tout, lorsque vous êtes salarié, vous mettez de côté par an 19% de votre salaire. Le deuxième pays derrière nous, c'est l'Australie avec 9%. D'accord. Vous imaginez la manne. C'est la capitalisation, c'est ce qu'on appelle... C'est pour la retraite, c'est 19% ou c'est dans un fonds d'épargne qui appartient à la société de gestion? Comment ça se passe? Alors, c'est ce qu'on appelle defined contribution. Donc, c'est par capitalisation et donc pas du tout par defined benefit, par, je sais pas comment on dit en français. Mais voilà. Le contraire de par capitalisation. Répartition. Répartition, merci. Et ce qui explique le fait qu'il y a énormément d'épargne à investir en Israël. Mais effectivement, le marché action lui-même n'est pas un marché où vous trouvez beaucoup de liquidités.
pour la raison dont on a parlé juste avant. Alors, quand on regarde les grandes capitalisations en France, la plus grosse, c'est évidemment LVMH, c'est plus de 200 milliards d'euros de capitalisation. Derrière, il y a L'Oréal, il y a Total, il y a Sanofi, on est au-dessus des 100 milliards. Comment ça se passe en Israël? Quelles sont les plus grosses capitalisations et si vous avez quelques noms de sociétés cotées? On connaît bien sûr les Teva, les banques Apoalim, mais ça représente combien en termes de capitalisation? Alors, je veux dire une petite surprise quand même, parce que la première, en fait, c'est International Fragrance and Flavor, IFF, qui a racheté Frutarom au courant de l'année 2018. Donc en fait, la première capi en Israël, c'est une société qui donne du goût à ce que l'on mange aujourd'hui. Et c'est intéressant, grâce justement à cette merger, avec cette grande société internationale et cette grande société israélienne qui s'appelait Frutarom. Donc elle, c'est la numéro 1 dans le monde. Combien elle pèse à peu près en bourse? Elle pèse à peu près 50 milliards de shekels. On est à peu près à 15 milliards d'euros, grosso modo. D'accord. Donc ça fait une petite société du CAC 40. Hein. En France, ça serait une petite société du CAC 40. Oui, enfin, les marchés sont pas les mêmes. Hein. On compare ce qui est pas comparable. En fait. Oui, la capi boursière israélienne, c'est à peu près un dixième de la capi boursière française, à peu près. Bon, c'est normal. Le pays, c'est à peu près en termes de population un dixième de population. C'est ça. À peu près. Donc ça reste. Je pense qu'on garde à peu près les mêmes dimensions. Alors donc, qu'est-ce qu'il y a comme autre société cotée? Alors, si on passe à côté de Poalim et de Leumi, qui sont effectivement les banques locales, banque universelle, mais encore une fois privée de l'activité de capitaux, il y a effectivement une activité de capitaux, mais encore une fois plus de brokerage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent pas investir sur le marché. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'activité de capitaux, que nos auditeurs comprennent bien, c'est pas tous des gens qui sont familiarisés par les salles de marché. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Banque Apoalim et Banque Leumi n'achètent pas d'actions en direct sur les marchés, c'est ça? Exactement. Jamais pour compte propre. Sauf pour investissement stratégique, c'est-à-dire minimum 6 mois sur leur bilan. Donc là, il y a une vraie raison d'acheter. Et bon, ça ne se fait pas. De façon générale, les banques, le régulateur veut laisser les banques en dehors, on va dire, des capitaux, des marchés de capitaux. C'est encore quelque chose qui date de 1982 et ça n'est pas terminé. Les banques ont essayé de changer ça, mais ça ne marche pas. Alors, Leumi, Mizrahi, Banque Discount, la FIBI, etc. La FIBI serait peut-être l'exception à cette règle, puisqu'elle n'existait pas en 1982, mais elle a décidé elle-même de s'appliquer cette règle. Donc c'est très bancaire. Est-ce qu'il y a aussi des tech cotées? Est-ce qu'il y a beaucoup de tech cotées? Oui, bien sûr. La première, la plus grosse, c'est NICE. NICE, société fondée en 1994. Et je veux en parler parce que, pour deux raisons. D'abord, son fondateur, c'est Benny Levin. Voilà. Ça ressemble? Ça ressemble à votre nom de famille, exactement. Mais c'est aussi la première israélienne à avoir vendu une partie de ses produits à 3Com en 1994 pour 54 millions de dollars. On a fait un très long chemin depuis, puisque la plus grosse acquisition, c'est Intel, il y a un an avec Mobileye, 15 milliards de dollars. 15 milliards de dollars. 15 milliards, voilà. Et la dernière, c'est aussi Intel qui a acheté Hanaba pour... Habana Labs, exactement. Spécialisé dans l'intelligence artificielle. Voilà, pour 2 milliards. On a fait un long chemin entre-temps. NICE fait partie de ces sociétés dont parle Inbal Arilé dans son livre Chutzpah, que je vous recommande, qui est un très très bon livre. Si vous avez entendu parler du livre Startup Nation, qui a fait... Est-ce qu'on peut le trouver en anglais ou en français ou c'est qu'en hébreu? Parce que si c'est en hébreu, c'est un peu compliqué. Ok, il n'est qu'en anglais pour le moment. Il est déjà traduit en hébreu, je pense. En français, on n'y est pas encore. C'est un livre qui a été écrit en 2018. Il est passionnant. Et je crois qu'il va derrière et encore plus loin que Startup Nation, en essayant d'expliquer que c'est la chutzpah. C'est vraiment l'éducation des enfants, c'est ce que les enfants vivent à travers le service militaire, ce qu'ils vivent dans les cours d'enfants pendant leur premier âge, ce qu'ils vivent le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, quand on va faire Lag Baomer. Vous voyez des enfants traîner des morceaux de bois pendant tout le mois qui va faire, où vous allez voir, si un jour on prend une photo satellite d'Israël le jour de Lag Baomer, vous pensez que le pays est en feu. Mais et vous dites, mais c'est pas possible, ce sont des enfants qui font ces feux. Oui, les enfants en Israël apprennent depuis tout petit à prendre des risques. Et ce qu'elle explique dans son livre, c'est ça, c'est la prise de risque. Alors bien sûr, on parle beaucoup de Shmoneh Mataim, la fameuse unité de cyber security, de cyber defense de l'armée israélienne, et beaucoup de startups naissent de cette Shmoneh Mataim. Alors, sur les autres sociétés cotées, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Teva, bien évidemment, qui a des gros problèmes de... Il y a Teva, restructuration et des problèmes avec des génériques. Le titre a fortement baissé. Mais qu'est-ce qu'il y a sinon? Qu'est-ce que vous pouvez nous citer comme sociétés technologiques qui sont cotées aussi sur le marché israélien? Alors ensuite, on va rester encore dans le domaine israélien avec Perrigo, bon, qui reste aussi du domaine pharmaceutique. Ensuite, on va passer certainement
en domaine israélien, on va passer certainement dans ce qui s'approche de la technologie, mais plutôt du food tech dans ces cas-là. Et je m'approcherai plutôt de Strauss. Excusez-moi, ça n'est pas exactement de la technologie, mais Strauss, effectivement, elle-même se dirige vers la technologie, en utilisant toutes sortes de sensors et toutes sortes de technologies qui les amènent à le plus proche possible du consommateur pour faire évoluer leur façon de nourrir le consommateur israélien. Et ces boîtes sont cotées aussi aux États-Unis ou c'est des boîtes qui sont cotées simplement en Israël? Strauss n'est de côté qu'en Israël. Elle fait 13 milliards de shekels, c'est pas... De capitalisation. Oui, ça veut dire 3 milliards d'euros. Oui, 3 milliards de dollars. Oui. Vous avez, et c'est dommage qu'elle ne soit pas cotée en Israël, vous avez aussi SolarEdge, qui est certainement le leader mondial en matière d'énergie solaire. Là, elle est effectivement cotée qu'au Nasdaq, aux États-Unis. Elle a une capi boursière de 3,5 milliards. Vous voyez, dès qu'on cote une société israélienne sur le marché américain, tout de suite, la dimension va changer. Bon, donc ça fait partie. Ce qui veut dire que les sociétés israéliennes, soit elles sont rachetées, j'en parle souvent, en termes de start-up par des grosses boîtes américaines, soit elles se font coter sur le marché américain. Oui. Et en fait, la cotation sur le marché israélien n'intéresse pas grand monde. Quand vous êtes une boîte qui avait pignon sur rue et qui avait des visées internationales, vous n'avez pas plutôt intérêt à aller sur le Nasdaq directement? Oui, ou alors faire un dual listing. C'est souvent ce que font pas mal de sociétés. Nice est coté à la fois aux États-Unis et sur le marché local. Checkpoint ne l'est pas, qui en l'occurrence serait la plus grosse capi boursière, si on la comparait, serait la plus grosse capi boursière internationale israélienne. Donc effectivement, on pourrait... Les sociétés israéliennes vont aussi coter des obligations. Il y a un gros marché de corporate bonds, donc d'obligations d'entreprise. Excusez-moi, après quelques années en Israël, le français a tendance à... C'est plus facile l'anglais, mais on comprend. Voilà, c'est plus facile en anglais. Donc les corporate bonds, les sociétés, les obligations d'entreprise sont cotées en Israël. Vous avez sur place... C'est un plus gros marché sur les obligations que sur les actions en Israël? Non, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Mais parce qu'il y a quand même une grande partie du crédit aux entreprises vient des banques et non pas du marché obligataire. Donc ça n'est pas le cas. Mais c'est aussi une façon pour les corporates israéliennes d'atteindre de l'épargne qui est quasiment disponible, puisqu'encore une fois le taux d'épargne est énorme. Donc pourquoi ne pas aussi se financer sur le marché obligataire local? Avec deux agences de notation, Moody's qui a sa filiale qui s'appelle, qui m'échappe, Midroog, il y a une petite fusion qui est en train de se passer, et Maalot qui appartient à S&P. Et là effectivement, toute obligation qui sort sur le marché local, dans le marché local coté, doit avoir une notation. Il y a une petite partie du marché qui s'appelle le Necher, qui signifie obligation non cotée, qui est un marché de gré à gré, entre institutionnels uniquement. Là, effectivement, les obligations ne sont pas nécessairement cotées. Et j'ai regardé, le marché israélien se porte plutôt bien, puisque je crois qu'en un an, on gagne 14%. Il y a beaucoup de volume, c'est quand même un marché très liquide. Non, ça n'est pas un marché très liquide. Ça fait partie des petites difficultés du marché israélien, mais ça reste un marché très intéressant. Je pense, je vais peut-être vous surprendre. Là, si on cherche une action d'une société qui, sur les 3 dernières années, a fait mieux que GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et qui serait tous les GAFA, plus Alibaba et Apple, merci, et Alibaba, vous aurez du mal à trouver une société qui a fait aussi bien que ça sur les 3 dernières années. Il y en a une en Israël qui s'appelle Fox. Et Fox, si vous vous promenez c'est le textile? Oui, tout à fait. Oui, c'est Fox Home, c'est Fox. Alors Fox est mené... C'est l'équivalent de Gap, c'est ça, c'est le concurrent. On peut dire que c'est le concurrent de Gap, notamment, ou de... Oui, mais c'est 2000 fois plus petit qu'Apple, donc c'est une toute petite market cap. Mais cela dit, c'est mené de main de maître par un CEO qui est extrêmement fort, extrêmement puissant, et qui a utilisé l'adage qui est "Sin if you can't beat them, join them". Si vous ne pouvez pas les battre, mettez-vous de leur côté. Et aujourd'hui, il distribue des très grandes marques comme American Eagle. Donc il fait ça sous forme de franchise. Sa market cap, si vous la comparez, elle est toute petite, on est d'accord. Mais le titre a progressé de combien? On est, écoutez, mieux que Apple sur les 3 dernières années. C'est énorme. Je crois que c'est très difficile, je pense aujourd'hui, de trouver une société qui a progressé autant que ça sur 3 ans. C'est quasiment impossible. Et vous avez ça. C'est pour ça qu'on appelle ça le schmatech et non pas nécessairement le high-tech. Mais effectivement, c'est une société qui a très très bien progressé. Schmatech en référence au schmates, c'est du yiddish. Je suis pas sûr que tous nos corréligionnaires connaissent ce terme. D'accord. Donc Fox, c'est vrai qu'on a tendance à voir beaucoup de magasins Fox quand on se promène dans toutes les galeries marchandes en Israël, mais on n'avait pas le sentiment que le titre marchait bien, parce que
En Europe, c'est l'inverse. Une société en bourse qui est dans le textile, souvent elle patine, souvent elle a des très mauvaises performances. Donc bravo à Fox. Ouais. Un mot peut-être, il nous reste 5 minutes de Clarity Capital. Quelques mots sur le business. Ça a été créé quand et surtout quel est votre business? Alors, créé en 2006, je les ai rencontrés moi-même pratiquement lors de leur création. J'étais à l'époque à la Banque Apoalim, en gestion de fortune. La base, l'ADN de Clarity, c'est ce qu'on appelle l'investissement alternatif. Donc ce sont les hedge funds, ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui la dette privée, ce sont le private equity et aussi bien entendu tout ce qui est plus cœur dans la gestion de portefeuille. L'activité de cœur de Clarity Capital, c'est la gestion de portefeuille. On s'approche un tout petit peu du family office. Donc la gestion de portefeuille, que nos amis auditeurs comprennent bien, c'est quelqu'un qui a par exemple 500 000 euros ou 500 000 $, qui vient vous voir et qui confie ses économies, c'est ça? C'est exactement ça, mais on commence à 3 millions de dollars. Donc pour ouvrir un compte chez vous, c'est 3 millions de $. C'est ça. Donc c'est des particuliers, Les particuliers. d'accord? Nationalité que des Israéliens, ça peut être des Américains, comment ça se passe? Alors essentiellement, on a aussi ce qu'on appelle des fondations ou des entreprises qui nous confient leur trésorerie, leur trésor de guerre, qu'on doit gérer effectivement en fonction de politiques d'investissement très 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 particulières et qui sont dessinées dès le départ. C'est la base de notre contrat avec notre client, bien entendu. On a pour chaque client un profil de risque, c'est-à-dire une prise de risque sur le marché action, le marché obligataire, les produits alternatifs. C'est notre spécialité, donc on en trouve pratiquement dans tous les portefeuilles. Une chose très importante, nous ne prenons de compte que de citoyens israéliens. Alors, ou bien quelqu'un qui ont des doubles nationalités. Donc, pourquoi? Parce que c'est la réglementation, ça? Une réglementation, absolument, absolument. Ce qui veut dire qu'un Américain ne peut pas ouvrir un compte chez vous. Américain qui aurait effectivement... Non, je parle pas qu'il ait la double nationalité. Sans double nationalité, il peut pas ouvrir chez vous. Alors, à l'exception de l'Amérique, parce que nous avons aussi une autorisation par la SEC, qui est l'équivalent de L'AMF. de l'AMF. De l'AMF à Paris. Absolument. Autorité de régulation. Voilà, aux États-Unis. Effectivement, nous sommes aussi réglementés par la SEC, nous sommes réglementés par l'ISA, donc l'AMF israélienne, et nous sommes réglementés par l'AMF canadienne cette fois-ci, au Québec et à Ontario. Ce qui nous permet effectivement de gérer l'argent de tous ces particuliers ou bien de toutes ces entreprises, corporations ou foundation, endowments. J'ai pas les mots en français, désolé. C'est pas grave, on comprend. Voilà, on peut gérer effectivement d'autres nationalités. Mais la plupart de nos clients sont effectivement basés en Israël avec aussi des doubles nationalités. J'ai une question plus personnelle, il nous reste 2-3 minutes. Vous avez fait votre alia, je crois, il y a 30 ans, c'est ça? Non, moi c'était il y a 16 ans. Il y a 16 ans, Mais pardon. j'ai quitté la France il y a pas mal de temps, oui. Quels sont les conseils si quelqu'un veut faire de la finance, qu'il est jeune? Je parle dans la finance, on va pas parler d'autres secteurs. Est-ce que vous lui conseillez de venir en Israël? Je parle pas du côté religieux, je parle pas du côté nationaliste, je parle pas sur cet angle-là. Est-ce qu'il y a des débouchés dans la finance en Israël? Est-ce que le marché est intéressant ou vous conseillez plutôt, si on veut rester dans la finance, d'aller aux États-Unis? Et si vous pouvez nous éclairer un petit peu sur votre parcours personnel. Vous avez 3 questions et vous avez 2 minutes 30, mon cher David, pour y répondre. D'abord, je vais parler pour effectivement les gens qui ont envie de venir en Israël. Oui, il y a un marché intéressant dans la finance en Israël. Ça se trouvera plutôt du côté institutions, assurances, fonds de pension, et ce qu'on appelle aussi les coupons de Gemel, les Provident Funds, en anglais. Encore une fois, je n'ai pas le mot en français. Mais effectivement, là, on recherche des talents en Israël, et c'est une porte qui est ouverte. Vous avez un diplôme à passer, en fait 2 diplômes pour pouvoir gérer de l'argent en Israël. Ça se passe aussi. Ok, ça veut dire que moi je suis diplômé d'HEC par exemple à Paris. Je suis obligé quand même de passer des diplômes en Israël. Oui, vous devez. Alors D'accord. vous avez une grande partie d'exemption, mais vous avez des diplômes à passer sur place pour pouvoir gérer de l'argent. Miksoa Aleph et Miksoa Bet pour les Dovré Ivrit, pour ceux qui m'ont compris. D'accord. Donc il y a effectivement des débouchés en finance. La fintech est très active en Israël. Donc effectivement, c'est peut-être pas Donc c'est nécessairement... la finance appliquée aux technologies que nos amis auditeurs comprennent bien. Absolument. Qui va aller depuis les technologies de paiement, les technologies de cyber security, les technologies de blockchain, tout ça lié à la finance. Et puis aussi une autre partie de la finance qui est un petit peu moins brillante, mais effectivement tout ce qui est NGO. Et là, effectivement, il y a une demande pour des gens qui peuvent lever de l'argent pour des NGO locales. Depuis MADA, en passant par, voilà, vous connaissez les NGO locales, le KKL, etc. Donc, il y a effectivement des postes en finance, bien sûr, finance d'entreprise. Et vous, sur votre parcours, finalement, c'est une alia qui a réussi. Quels sont les conseils que vous pouvez donner? On sort un peu du
du champ boursier, du champ économique, mais quels sont les conseils que vous pouvez donner à ceux qui veulent venir en Israël? Il vous reste 1 minute, mais les 3 conseils, voilà, on fait son allié en Israël. Vous l'avez fait il y a 16 ans, vous êtes resté, on s'est parlé avant l'émission, vous voulez rester en Israël, donc il n'y a pas de sujet de retour. Quels sont les 3 conseils que vous pouvez leur donner? Il vous reste 40 secondes, donc il faut faire vite, mais... Alors, les 3 conseils, je crois qu'ils se résument en un conseil. Venez avec le sourire, parce que c'est ça qu'il faut avoir toute sa vie en Israël. Venez avec beaucoup d'optimisme. Oubliez le passé, ça n'a aucune importance ce qui s'est passé. Et venez reconstruire une vie avec beaucoup d'optimisme et avec un futur qui est extraordinaire, surtout si vous venez avec des enfants. Vous allez voir des enfants qui vont changer. Si vous en faites naître en plus de ça en Israël, vous aurez des extraterrestres dans la famille, mais des gens avec une énergie extraordinaire, positive et qui font bouger le monde. Voilà, merci beaucoup. C'était les duettistes de l'écho. On se retrouve dans 15 jours. C'était avec David Botbol. Merci beaucoup, David. Je crois que vous avez un vol très tôt demain matin, donc on va vous libérer. Il est managing director chez Clarity Capital à Tel Aviv. Très bonne journée à tous sur les ondes de Radio J. Je vous retrouve demain, 14h20, 14h25. C'est pas très précis tout ça, mais on va le faire. Israël Business, merci beaucoup.